Je vous donne juste l'exemple. À Kati, c'est l'URD qui bénéficie des nominations de la Cour constitutionnelle. Je dis bien les nominations de la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont privé les citoyens de leur voix. Donc, c'est l'URD qui en profite à Kati. Et c'est l'URD qui est victime en commune 6. Le RPM est victime à Bouni, mais le RPM est victime dans la grande majorité des circonscriptions. Donc, vous voyez que ça va être difficile pour l'URD qui bénéficie un peu de ses avantages à Mopti, demander aux citoyens de sortir parce qu'eux-mêmes, leur crédibilité est entachée. Et je donne l'URD comme exemple, mais c'est la plupart de nos partis politiques. Mais pourquoi pas votre propre parti politique? Qu'en est-il par exemple, chez nous, on ne va pas le faire parce que tout simplement aussi, nous aussi, on a eu à faire des alliances avec le RPM à Yélimane. Quand on dit la vérité, même si elle vous concerne, il faut le dire. Je présente globalement le cas des partis politiques au Mali. Il faut reconnaître que depuis le début, il faudrait qu'on a les alliances que nous avons eu à sceller. Ces alliances, nous sommes en train de subir les conséquences de ces alliances-là parce que ça nous rend un peu inaudibles. Donc moi, je trouve que ça doit être une leçon pour les partis politiques. Mieux vaut se battre avec ta dignité et perdre que de s'associer avec des partis à long terme qui peuvent vous nuire. Aujourd'hui, pourquoi les partis ne se prononcent pas? Parce que si aujourd'hui tu dis, tu fais un communiqué, je ne suis pas d'accord avec les résultats, mais tu as des députés qui ont été élus à travers ces résultats, il faut avoir le courage de dire de ne pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui a ce courage de faire des actes de ce genre, et voilà pourquoi nous sommes à côté. Merci Monsieur Doumbia, Monsieur Mariko. Oui. La Cour constitutionnelle quand même c'est l'institution de droit par excellence, c'est elle qui veille même au respect de la constitutionnalité des lois, et quand on écoute Monsieur Doumbia, alors il parle des jeunes qui crient à l'injustice. Est-ce qu'on peut parler d'injustice dès lors que c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui s'est prononcé? Ok, merci Dissa pour cette question. Moi j'aimerais donner une précision, si vous permettez, par rapport au couvre-feu. D'accord. Le couvre-feu a été pris par le gouvernement, par l'État malien, dans le souci de préserver la population face à une pandémie qu'on appelle le virus Covid-19. Mais malheureusement, cette décision de couvre-feu qui doit amener l'ensemble de la population à être confinée se trouve en face d'un certain nombre de décisions contradictoires ou d'attitudes contradictoires. Je m'explique. Quand on parle de confinement, ça veut dire qu'il y a une urgence sanitaire pour laquelle l'ensemble de la population doit être préservée par comment on appelle ça, ce besoin de rester à l'écart avant que nous trouvions une solution par rapport à la situation. Tout à fait. Mais malheureusement, on voit que les mosquées font exception à ces mesures de confinement. Malheureusement, je fais partie des acteurs politiques qui se sont présentés à ces élections. Pas tous, la responsabilité à ce niveau est partagée. L'État a voulu, malgré le confinement, malgré, comme on appelle, les mesures barrières prononcées, organiser des élections législatives qui sont quelque part une contradiction ou qui sont en contradiction avec les mesures proposées. Oui, cette responsabilité, je ne la porte pas seulement par l'État, je la porte en tant que responsable politique. C'est pourquoi je dis, par rapport à cette situation... Justement, M. Mariko, je reste toujours avec vous. Oui. Je reste toujours avec vous. Comprenant, par exemple, que l'organisation de ces législatives-là pouvait être un facteur d'aggravation de la situation Covid de chez nous. Alors, pourquoi vous êtes parti aux élections? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dis cette responsabilité incombe. Une partie de la responsabilité incombe à l'État, mais une autre partie de cette responsabilité incombe à une majeure partie des responsables politiques. Pas tous. Certains ont même désisté. Ils ont dit qu'ils n'iront pas aux élections. Ils se sont assumés à le faire, mais nous autres, nous sommes allés. Donc aujourd'hui, cette population confinée est face à plusieurs difficultés économiques et sociales. Et du coup, la population commence à douter. On nous confine pour dire qu'il ne faut pas être regroupé à plus de 50 pour des besoins sanitaires, mais pourtant, ce sont ces mêmes hautes autorités qui organisent une élection. Pourtant, ce sont ces mêmes autorités
qui laissent les mosquées où les uns et les autres vont prier. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de conditions aujourd'hui qui est créé pour faciliter la contestation ou la protestation. C'est en ce moment qu'on peut parler, comme on appelle, des mécontents des élections. On peut parler en fait des mécontents en fait même dans le système politique qui gouverne le pays. Parce que ça me rappelle un peu quand le président disait que certains n'ont pas participé à la vaisselle quand ils se sont retrouvés frustrés et mécontents contre le président. Mais je pense aujourd'hui, dans ce lot, il y a certains aussi qui attendent de pouvoir utiliser des couverts qu'on les a proposés, parce que ces couverts ne seront même pas, comme on appelle, nettoyés, parce que ces couverts n'ont pas été salis. Donc je pense aujourd'hui, il y a un ensemble de frustrations qui est en train de se mettre ensemble pour créer une sorte de situation de révolte. Mais moi, ce que je ne comprends pas chez certains politiques, aujourd'hui, acceptons aussi de reconnaître certaines situations. Dans une république, le juge constitutionnel, c'est le dernier niveau du juge, comme on appelle, pour une élection. Quand le juge constitutionnel décide de proclamer des résultats, où est-ce qu'on veut encore aller chercher d'autres recours? Cela n'est pas républicain. Je ne dis pas que ce qui a été fait est une bonne chose, mais si nous devons aussi nous accepter ou accepter d'être vraiment dans la peau de républicains, de ceux qui sont prêts à préserver la quiétude et la stabilité du pays, je pense que nous devons aussi travailler à sensibiliser en ce qui concerne les protestateurs par rapport aux élections législatives. À ce niveau, le débat doit être clos parce que la Cour constitutionnelle a validé une élection qui est contestée et qui restera contestée, mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne mérite pas ou ça ne nécessite pas que l'on puisse braver ou que l'on puisse porter atteinte au peu de stabilité que nous avons dans notre pays. D'accord. Merci, Monsieur Mariko. Monsieur Sey, alors nous voyons pour la première fois quand même, bon, pas forcément la première fois, mais en tout cas, de mémoire d'homme, c'est pas tellement fréquent chez nous de voir des manifestations la nuit. Et des manifestations maintenant, la nuit, et précisément en période de couvre-feu. Et qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Merci Robert. Je pense que mes prédécesseurs ont longuement intervenu sur la partie politique, notamment les frustrations que ça a engendré. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'au-delà des aspects politiques, il y a aussi des problèmes qui sont d'ordre socio-économique tout simplement qui se posent. Pour rappel, il faut savoir que depuis que le couvre-feu a été instauré, toutes les économies, on va dire, nocturnes, entre guillemets, ou ne tournent plus, ou tournent au ralenti. Donc, au bout d'un moment, lorsqu'on n'a pas de délai fixé, on ne sait pas quand est-ce que le couvre-feu est censé prendre fin, ces personnes se trouvent dans une situation où ils continuent, eux, à maintenir des gens et des salaires. Ils veulent avoir une visibilité sur ce qui va arriver ou sur ce qui va devenir. Mais au-delà de ces aspects économiques directement, comme j'ai dit, il y a aussi des aspects sociaux, parce qu'il y a des personnes qui se sentent isolés, voire enfermés au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'ils ont parce qu'en réalité, le couvre-feu est une privation et une limitation de liberté. Donc ils ont l'impression de ne plus pouvoir vaquer à certaines de leurs occupations. Bon, après le débat est ouvert. Il y a des personnes qui vous diront, notamment, je pense que j'ai entendu des émissions là-dessus à la radio, où il y a des femmes qui remercient même l'État par rapport à ces mesures parce que leurs maris sont à côté d'eux maintenant, etc. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, ce qu'il faut analyser, c'est est-ce qu'il y a possibilité, ça je pense qu'on va peut-être venir là-dessus par la suite, qu'il y ait des aménagements pour permettre, pour pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir se mouvoir dans cette période-là
avec beaucoup moins de risques. D'accord, mais tout est parti des résultats des législatives, M. Sey. Mais quand on écoute les slogans, quand on lit sur les ardoises ce qui est écrit, quand on écoute les vidéos qui font le tour des réseaux sociaux, on voit que ce n'est pas seulement les résultats. On parle de beaucoup de choses. On parle même de l'énergie du Mali. Oui. Finalement, doit-on penser que ces manifestants ont un ras-le-bol général de la situation? Tout à fait. Je pense que justement, c'est là où il faut mettre le doigt, parce que même à Koutchala, à côté, et à Kaï notamment, je pense que ce n'est pas que les élections. C'est-à-dire que chez eux, ils disent carrément qu'il y a eu des exactions dans le cadre du couvre-feu, qu'il y a eu des blessés. Il y en a qui parlent de blessés mortels, mais encore faudrait-il avoir des preuves. Donc il faudra qu'effectivement des sanctions soient prises et que des responsabilités soient fixées dans ce sens. Mais il y a un ras-le-bol qui est général et qui n'a pas commencé maintenant, qui a commencé depuis un certain temps. Et ça, c'est dû justement au pouvoir d'achat qui est de moins en moins élevé. Parce que quand tu n'as pas les moyens tu n'as pas tes moyens de subsistance, il est difficile de pouvoir penser à autre chose. Et quand les politiques viennent se mêler à la danse, et comme Doumbia l'a dit, et je pense que Mariko aussi, qui est un espoir parmi d'autres, mais où on a l'impression que pareil, le jeu est brouillé, les politiques, ils sont tous ensemble, majorité, opposition, tout est confondu, on est livré qu'à nous-mêmes. Les seuls qui ont encore un peu de crédibilité, à tort ou à raison, c'est les religieux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que on évite même de toucher les mosquées par peur des religieux. C'est ça la vérité. Merci, M. Sey. Monsieur Docteur Toumagnon, excusez-moi, docteur. Voilà. En fait, on parle de couvre-feu et comme mesure et riposte au Covid-19. Et comme M. Mariko l'a dit, et M. Sey aussi vient d'ajouter autre chose, on voit en même temps des mesures qui apparemment sont contradictoires. Mais bref, est-ce que le couvre-feu aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste en santé publique, est-ce que le couvre-feu est une mesure, mais vraiment adéquate à la situation? Bon, merci beaucoup, Dissa. Moi, j'aurais aimé qu'on appelle l'intitulé de cette émission Covid-19 et émergence des tensions sociales au Mali. D'accord. Parce qu'il y a deux lectures possibles. Quand on regarde le tableau sociologique actuel du Mali, il y a deux lectures. On peut imaginer que ces tensions sociales qui sont de part et d'autre et sont dispersées, ne sont pas liées, d'accord, et que ça n'a rien à voir avec le coronavirus. On peut avoir cette lecture. Mais je pense que c'est une lecture profane. C'est une lecture profane. Il faut avoir une deuxième lecture, que ces tensions sociales sont liées avec un fond de coronavirus. Si on fait cette lecture, on fait une bonne analyse. Mais bon, à chaque fois quand je parle du Covid-19, je pense que c'est aussi important, et si on a l'occasion, vous permettez aussi de vraiment remercier les professionnels de santé qui font un travail formidable, et avec des difficultés bien sûr, aussi de saluer nos militaires sur le front. Nous avons deux fronts, front sécuritaire et front sanitaire. Alors, pour revenir à votre question, et par rapport au couvre-feu, aujourd'hui, on n'a pas d'évaluation pour dire que les couvre-feux ont permis de sauver tel nombre de vies ou de protéger tel nombre de personnes. Donc ça serait intéressant de faire une évaluation après. Mais on peut écouter, voilà, ça c'est important, mais on peut écouter des spécialistes. Certains spécialistes disent qu'en fait, les couvre-feux ont un impact psychologique sur la population, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas de retombée en termes de diminution du nombre de contaminations, parce que c'est la propagation, parce que les interactions sociales diminuent la nuit par définition. D'accord? C'est pas comme le jour. Donc, laisser vaguer la population la journée et j'ai envie de dire les confinés le soir, ça pose une série de questions. Et en même temps, ça tue une économie, toute l'économie de la nuit, il en a parlé. Mais pour mieux comprendre aussi ces questions-là, je pense qu'il faudra se poser une série de questions. Où ça se passe? Quand ça se passe? Comment ça se passe? Et pourquoi ça se passe? Où ça se passe? Nous avons Bamako, Kaï,
Sikasso, quand c'est la nuit, pourquoi la nuit? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période de Ramadan, et les gens attendent forcément la rupture, et que le couvre-feu symbolise l'État, la présence de l'État. Donc braver le couvre-feu, c'est montrer son mécontentement par rapport à l'État. Et pourquoi? Nous avons l'impression que c'est seulement le couvre-feu ou c'est les législatives. Les législatives ont été un déclencheur. Non, les législatives ont été seulement un déclencheur. Les législatives, le couvre-feu, les coupures d'électricité, toutes ces tensions différentes se sont cristallisées dans un temps, je vais dire, très limité. J'ai envie de dire mars, avril, mai, pour ne pas dire avril-mai. Ça s'est cristallisé en ce moment-là et c'est pourquoi ça éclate à nos yeux. Grosso modo, c'est cette lecture qu'on fait, mais tout cela est lié au contexte du Covid-19. D'accord, merci Dr Toumagnon. Monsieur Doumbia, quelle peut être la pertinence de ce couvre-feu-là selon vous? Bon, aujourd'hui, quand on analyse, on fait le bilan de ce couvre-feu, ça fait plus de mal que de bien, selon moi. Parce que si c'est de protéger la population contre la maladie, il y a plus d'actions qui exposent un peu ces populations que le couvre-feu. Si vous prenez l'organisation des élections législatives, je pense qu'au niveau du parti LMA, lors du cadre de concertation, nous avons véritablement parlé du report, malgré que c'est le gouvernement qui a aujourd'hui l'autorité pour évaluer un peu les risques sanitaires. Mais le gouvernement a décidé de maintenir les élections législatives avec les risques. Vous confinez les gens à la maison à partir de 21h pour les protéger, mais au même moment, vous prenez un risque plus grand que les sorties nocturnes, qui est organiser une élection législative. Vous confinez les gens à la maison à partir de 21h, mais au même moment, dans les marchés, le matin, c'est-à-dire le jour, il y a plus d'interaction entre les gens. Il y a plus de risques à ce qu'il y ait des contaminations que la nuit. Donc aujourd'hui, le couvre-feu contribue surtout à tuer l'économie du pays, surtout une économie nocturne. Les jeunes qui vendent du café la nuit, les restaurants et tout ça, nous contribuons à tuer aujourd'hui cette économie-là. Et l'État ne prend aucune disposition pour accompagner ce secteur qui est en train de mourir. Aujourd'hui, je trouve un jeune qui vend du café, qui parvient à nourrir sa famille, mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Comment il peut nourrir sa famille si on le confine à la maison à partir de 21h? Donc quand on évalue un peu les avantages et les inconvénients, moi je trouve que confiner les gens à partir de 21h, ça a plus d'inconvénients que d'avantages. D'accord. Si l'État veut aujourd'hui protéger la population, ils doivent surtout prioriser par rapport aux risques. S'il y a plus de risques le matin, s'il y a plus de risques dans l'organisation d'une élection, il faut plutôt l'annuler que de maintenir les gens à la maison, surtout que vous ne parvenez même pas à assurer le strict minimum. Il y a les coupures d'électricité dans des zones comme Caille, si vous voyez. Les Caïsiens sortent plus contre le couvre-feu que contre les élections, parce qu'il n'y a pas eu de problème d'élection à Caille. Mais à Caille, il y a plus de chaleur. Les uns et les autres ne peuvent pas rester à la maison la nuit. Il y a des coupures. Donc, c'est invivable à l'intérieur des maisons. Comment voudrais-tu que ces personnes restent à la maison? Vous les risquez à d'autres maladies. La chaleur aussi, ça peut amener des tensions artérielles ou toute autre chose. Vous êtes en train de prévenir le Covid et vous allez créer d'autres maladies. Et j'entends d'autres jeunes dire que concovirus tue plus que le coronavirus. Ben, si les uns et les autres ont faim et qui ne parviennent pas à avoir de quoi nourrir leur famille, c'est encore plus grave que le coronavirus. Donc en voulant circonscrire à un problème, on crée un autre problème. D'accord, merci M. Doumbia, M. Marico. Alors en écoutant tout de suite Dr Toumagnon, nous voyons que c'est une question d'angle de vue. Par exemple, le couvre-feu peut exercer une pression psychologique. C'est un état d'alerte permanent pour permettre aux gens, en tout cas pour amener les gens à ne pas oublier du tout l'existence en fait du fléau. Donc il faut vraiment prendre ça aussi au sérieux. Mais de même, il les reconnaît, et M. Doumbia le dit également, c'est que le couvre-feu apparaît comme quelque chose qui fait plus de mal que de bien. Mais vous,
qu'est-ce que vous saluez dans le couvre-feu? Je voudrais d'abord qu'on comprenne cela. Nous sommes dans un pays où les activités économiques sont essentiellement menées dans le secteur informel. Si vous décidez de confiner ces acteurs économiques qui sont du secteur informel, vous décidez de les confiner, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement et que vous organisez en même temps des élections législatives, vous ne fermez pas d'autres activités religieuses comme les mosquées, vous les poussez à douter de la crédibilité de la mesure. Voilà, de la mesure. Donc c'est pourquoi je dis ces deux événements majeurs ont porté un coup dur à la crédibilité du couvre-feu, les élections législatives et la non-fermeture, comme on appelle, des mosquées. Maintenant, le président de la République récemment avait fait des annonces, des grandes annonces, qui ont été applaudies partout. Ce sont des annonces qui ont maintenu la population dans une sorte d'enthousiasme. Mais après, quels sont les effets que cette population ressent dans son quotidien? Si ces mesures sont juste populistes pour faire plaisir aux oreilles, que ça ne pose, comme on appelle, ça ne donne des effets dans le quotidien, dans le panier du ménagère des familles, je pense qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, pour maintenir ce couvre-feu, s'il n'y a pas des mesures sociales concrètes qui puissent permettre, certains parlent de coupure d'électricité, c'est une réalité, mais ce n'est pas partout au Mali que les uns et les autres bénéficient, comme on appelle, de l'électricité, même de la bougie. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on soit dans une vision globale de cette situation-là. Certains sortent la nuit pour faire le vigile, pour qu'à la fin du mois, ou pour qu'en rentrant, le pourboire puisse leur permettre d'aller chauffer comme on a la marmite. D'autres tiennent, comme on appelle, des restaurants, des boîtes de nuit, ou toute autre activité économique qui les font vivre du jour le jour. Ils ne sont pas tous vraiment dans cette organisation formelle de l'État. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes à plus de 3 mois sans école dans notre pays. Et ces acteurs, que ce soit les élèves, les étudiants ou les enseignants, vivent une situation de frustration ou de crispation de leur situation économique. Ça aussi, ce sont des événements qui peuvent être greffés à des événements comme ça pour que la situation soit une situation de révolte généralisée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement, oui, au confinement, mais que ce soit un confinement accompagné par des mesures sociales. Que ce soit aussi un confinement pas discriminatoire. S'il y a confinement, que le confinement se fasse pour tout le monde. Mais s'il doit y avoir confinement et que ceux qui vivent de leur activité quotidienne puissent être privés de bien prendre en charge leur famille, je pense que ça peut être vraiment, en fait, aujourd'hui, des situations, comme on appelle, de révolte. Mais moi, ce que je tiendrais aussi à dire, surtout aux acteurs politiques, il faudrait que les uns et les autres s'assument. Il y a eu des élections. Depuis, on va dire, en 1991, depuis l'avènement de la démocratie malienne, les élections ont été toujours organisées ainsi. C'est malheureux de le dire, ce n'est pas quelque chose à applaudir, mais aujourd'hui, il va falloir que les acteurs politiques et l'État soient d'accord de dire qu'il y a des manquements sérieux qui peuvent porter atteinte à la stabilité, à l'unité du pays. Il y a besoin d'aller vers des réformes pour que voilà, le paysage politique, l'atmosphère politique puisse être une atmosphère vivable parce que les acteurs vont se faire confiance. Sinon, au-delà de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je pense que les contestations doivent être encadrées par les responsables politiques qui sont quelque part, certains sont dans des compromis politiques, il faut qu'ils acceptent et qu'ils assument d'expliquer cela aussi à leurs militants. Merci Monsieur Mariko. Monsieur Sey, vous parliez à un moment donné de l'aménagement peut-être de ce couvre-feu, ou faut-il le maintenir en l'état, mais l'accompagner par des mesures d'accompagnement, comme le disait à la fois Dr Toumagnon, M. Doumbia et puis M. Mariko. Merci Robert. Je pense qu'il faut que le couvre-feu soit aménagé parce que on est unanime sur une chose, en tout cas de manière visible, les inconvénients sont plus nombreux que les avantages. Mais avant de répondre à votre question, ce que je veux préciser, c'est que
le contexte même du couvre-feu, parce qu'il faut le rappeler, le contexte du couvre-feu, normalement, parce qu'il est normalement, il a été fait déjà par imitation de ce qui s'est fait dans d'autres pays qui sont des modèles, qui sont des exemples si on peut s'exprimer ainsi, mais qui ont décidé de faire un confinement total. Donc la journée et le soir. Et à notre niveau, en tout cas au niveau de l'État ici, ils ont dit que c'était difficile, vu le contexte et vu la sociologie, de pouvoir imposer un confinement total au Mali. Donc on est allé vers un confinement partiel qui, normalement, tient lieu de 21h à 5h du matin, on va dire. Et le Sénégal voisin, je pense que c'est de 20h à 6h du matin, par exemple. Donc, ces mesures qui ont été mises en place dans un premier temps, s'il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu d'évaluation, on ne sait pas où on en est exactement, on ne sait pas quand ça finit, il faut que l'État puisse concrètement fixer la population sur le sort même du couvre-feu déjà, avant de se fixer sur le sort de la population. Et sur le couvre-feu lui-même, ce qui peut être suggéré par exemple, c'est que 2 jours par semaine, parce que peut-être 3 ça peut paraître beaucoup, mais 2 jours par semaine, supposons qu'on décide du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, c'est-à-dire le week-end, que partiellement le couvre-feu ne soit pas exercé. C'est-à-dire que c'est le week-end. Les gens ont travaillé pendant la semaine. Ce week-end-là, ceux qui sont dans ces commerces-là ou ceux qui travaillent dans ces milieux-là peuvent, pendant ce week-end-là, au moins minimiser leurs pertes et ne pas rester complètement sans activité. Donc ça peut permettre de créer une balance, en tout cas déjà temporairement, de calmer certaines ardeurs, là aussi temporairement, le temps d'y voir plus clair. Parce que lorsque vous avez effectivement des élections, lorsque vous avez le Covid-19 qui sévit encore toujours d'ailleurs, que vous avez le couvre-feu et que vous avez un certain nombre de choses, comme l'a dit le docteur, qui se cristallisent, si on ne fait pas attention, d'une petite étincelle, on peut arriver à un incendie. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut aussi également que l'État soit plus transparent dans sa communication et soit plus audible et plus clair, qui nous dise par rapport à tel problème, voici ce que nous sommes en train de faire ou voici ce que nous voulons faire. On a l'impression que tant que les problèmes n'arrivent pas à un certain niveau, on n'a pas de répondant. C'est-à-dire que l'État, en tout cas depuis le début, moi je n'ai pas entendu, ni à la télé ni à la radio, que par exemple, le ministre de la Sécurité avait pris des sanctions contre des auteurs d'exactions présumées, parce qu'encore faudrait-il que ça soit prouvé, dans telle ou telle zone. Je n'ai pas entendu que des plaintes avaient été faites contre des gens qui avaient fait des exactions dans telle ou telle zone. Donc je pense qu'il faut que toutes ces choses-là soient mises ensemble pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Maintenant, concernant encore une fois le couvre-feu à proprement dit, c'est-à-dire au-delà de l'aménagement même de l'heure ou du temps, il y a tout ce qu'il y a autour du couvre-feu. Parce que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se sont installés et qui sont déjà là et qui peuvent être résolus petit à petit. Récemment, on a dit qu'il y avait des milliers de réfugiés derrière Garbal à Falajeh qui ont vu leurs abris se faire incendier, qui ont été obligés... Bon, là quand même, il y a eu quand même des réactions solidaires en chaîne, il y a eu un certain nombre de choses. Mais à la limite, c'est comme si ils étaient contents de l'incendie parce que maintenant qu'il y a eu l'incendie, on s'intéresse à eux et on les aide. Il ne faut pas qu'on attende à chaque fois qu'il y ait le feu, quoi. Donc il faut que cette image-là, on puisse s'en servir comme exemple, qu'on puisse prendre les choses au moment où elles sont là, sans attendre qu'elles arrivent à un certain point, parce que sinon on risque d'aller vers de gros troubles. D'accord. Merci, Monsieur Sey, Docteur Toumagnon. Alors, tous ces troubles, ces mécontentements, toutes ces contestations, effectivement, nous amènent progressivement quand même à oublier le Covid. N'avez-vous pas cette impression que le Covid est même oublié finalement? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que nous oublions, c'est-à-dire que nous n'avons pas une lecture à long terme. Et la meilleure façon de faire cette lecture, c'est d'avoir aussi une lecture historique. Prenons le couvre-feu, on parle du couvre-feu. Le couvre-feu, en général, quand vous regardez dans la sous-région, le Burkina a commencé le 21 mars. Écoutez bien, le 21 mars, le Sénégal le 23 mars, la Côte d'Ivoire le 24 mars et le Mali le 26 mars.
Il suffit seulement d'observer le tableau pour savoir qu'il y a une mécanique de décision. Alors que nous n'avons pas eu l'épidémie au même moment. Mais les couvre-feux sont carrément liés au Covid. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire qu'on a oublié le Covid. C'est vraiment pas possible. Mais moi, ce que j'observe, je suis un observateur, je ne suis pas un homme politique, et c'est la mécanique de décision. Et décontextualiser. Il faut contextualiser les décisions et accompagner ça avec un travail d'analyse vraiment global. Et je pense aussi que c'est le travail aussi des experts. Et dans notre pays, on doit penser à mettre en place une commission, un conseil scientifique composé d'experts avec une approche holistique. Si on ne fait pas ça, la santé est un fait social total. Cela veut dire que quand vous vous intéressez, moi je suis sociologue spécialiste des questions de santé publique, quand vous vous intéressez à la santé, vous êtes obligé d'avoir un regard politique, un regard socio-économique, n'est-ce pas? Donc c'est un fait social total. Vous allez comprendre que dans quelques temps, nous avons vu, quand les épidémies ont émergé, l'épidémie a émergé, nous avons vu le temps du confinement, nous allons rentrer dans le temps du déconfinement. La Côte d'Ivoire vient de réaménager le couvre-feu. Ils sont passés, c'était de 21h à 5h du matin. Aujourd'hui même, ça va commencer, c'est de 23h à 4h du matin. Et je vous l'assure, en bon observateur, regardez, ça va changer. Donc il y a une mécanique de décision. On regarde ce qui se passe en Europe, on regarde ce qui se passe dans la sous-région, mais on oublie la réalité locale. On oublie les spécificités. D'accord? Quand vous prenez, que ce soit à Caille ou à Bamako, la question de la coupure d'électricité, tous les ans, dans notre pays, ça se passe. Mais pourquoi cette année, il y a une connotation qui cristallise, qui attire l'attention? C'est que les gens, en plus du couvre-feu, au Mali, on vit dans les habitats. On vit en proximité. Vraiment, il y avait plusieurs individus au sein de la concession. Et quand on ne sort pas, il n'y a pas d'électricité, c'est invivable. Donc, à un moment donné, ça explose. Je pense que les autorités, les hommes politiques doivent faire un travail d'accompagnement, un travail pédagogique. Et dans notre pays, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui se passent au même moment. Nos autorités, ils ne communiquent pas. Il n'y a pas de pédagogie derrière. Et en matière de communication, notamment dans le cadre du Covid, ce n'est pas forcément les médecins qui sont les spécialistes de cette question. Donc il y a des spécialistes de ces questions qui doivent répondre. L'État doit... C'est-à-dire que les autorités, les hommes politiques doivent ils doivent être entourés d'experts, mais pas seulement du milieu médical. Par exemple, quand vous prenez la commission scientifique... Le comité scientifique. Mais ce qui me touche, le comité scientifique est composé de 11 personnes. En France, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est composé d'éminents professeurs dans leur domaine. C'est vrai. Mais je dis que le problème de santé est un fait social total. C'est-à-dire que, notamment aux conséquences liées au couvre-feu, aux conséquences liées aux coupures d'électricité, à la nervosité, à la tension sociale, ils peuvent donner des réponses sur les questions cliniques, mais pas sur les questions sociales. Donc, notamment la composition même du comité social, on doit y penser au niveau des ministères. Je pense que c'est un travail d'accompagnement, c'est un travail d'approche globale qu'il faudra faire dans notre pays par rapport à cela. Quand vous regardez justement, Dr Toumagnon, la composition de ce comité scientifique en l'État, est-ce que ce comité, tel qu'il est composé, est en mesure de pouvoir vraiment répondre à ces mal-là dans toutes ces dimensions? Mais, écoutez, on ne peut pas être expert en tout, je vous en prie. La question du Covid-19 n'est pas seulement une question clinique, médicale. C'est une question de santé. Vous connaissez la définition de la santé selon l'OMS. C'est physique c'est social et c'est psychologique. Donc il y a 3 dimensions. Il y a une dimension qui est purement physique. Mais l'aspect social, l'aspect psychologique, vous ne demandez pas à un médecin de s'occuper de cela. Donc il y a d'autres spécialistes. C'est là où ma question. Mais j'ai dit que la composition de ces experts-là, c'est des très bons experts. Mais la question n'est pas que médicale. Donc la réponse doit être une réponse globale. Donc si on veut une bonne marche, il faudra, je pense, repenser, enrichir cette composition du comité scientifique, à mon avis. Mais quand je regarde la liste en France, la liste au Mali, le même nombre pratiquement, je me pose des questions. Je voudrais autre chose pour mon pays. J'ai dit notre problème aussi au Mali, on manque d'innovation.
on manque d'innovation, on ne sait pas communiquer. Il faut innover, il faut travailler dans ce sens. Il faut renouveler la pensée. Il y a une crise de la pensée dans notre pays. Il y a une crise de la pensée, donc il faut renouveler, il faut même dialoguer, communiquer avec les leaders religieux, pourquoi pas. Mais c'est des gens qui réfléchissent. Il y a des érudits parmi nos religieux, donc il faut les consulter. Il faut faire ce travail de dépassement d'expertise institutionnelle pour prendre en compte l'expertise sociale, les gens qui ne sont pas forcément diplômés ou professeurs. Ça c'est important puisqu'on parle d'un pays. C'est mon point de vue. Je pense que il faudra de toute manière faire ce travail de communication, d'accompagnement, de pédagogie à tous les niveaux. Et je vous l'assure, si on ne fait pas attention, ça risque entre guillemets, exploser. Parce qu'il y aura un risque de contagion dans d'autres régions. Vous prenez, par exemple, dans certaines régions du Nord, les châteaux d'eau ne fonctionnent pas. Nous sommes dans la période de Ramadan. Les glaces là, voilà, de 50 francs. Maintenant, par exemple, à Djiré, c'est 250 francs. Lié à un contexte socio-économique très difficile. Le coût de l'alimentation a augmenté. Donc forcément, les tensions se cristallisent. Il ne faut pas faire croire aux hommes politiques que c'est lié seulement aux législatives. Ça n'était qu'un déclencheur. C'est un contexte social total où les tensions sont cristallisées. Et à un moment donné, ça se passe à un temps restreint et finalement ça explose. D'accord. Merci, docteur Toumagnon, monsieur Doumbia. Alors finalement, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça? Est-ce qu'on a marre du couvre-feu? Sinon, quel appel avez-vous à lancer et à l'endroit des autorités et à l'endroit des manifestants? Question plateau et dernière question. Ok, donc moi je trouve que les uns et les autres en ont marre. Il y a plusieurs tensions. Je pense que économiquement ça ne va pas. Aujourd'hui, sur le plan même de la crédibilité des institutions, ces crédibilités ont été émaillées par beaucoup de dysfonctionnements. Je pense que c'est ce qui a amené les citoyens à ne plus croire aux autorités publiques. Et moi, ce que j'appelle surtout, je m'adresse surtout à nos citoyens, de ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta va partir, mais le Mali va rester. Donc nous devons faire en sorte de manifester nos mécontentements sans pour autant brûler. Mais nous avons d'autres moyens de manifestation. Nos autorités publiques d'accompagner ce peuple-là, de penser à la misère de nos concitoyens, de penser à ces milliers d'affaires ou de business qui sont fermés, à ce jeune boulanger, ce jeune vendeur de café qui ne parvient plus à nourrir sa famille. Qu'est-ce que l'État va faire pour cette famille? Est-ce qu'on va laisser aujourd'hui ces jeunes à leur propre sort? Qu'est-ce que l'État va faire pour accompagner ces milliers d'affaires qui sont en train d'être fermées? De m'adresser principalement au président de la République. Le président de la République qui s'est plaint en 2002 d'avoir été volé. Le président de la République qui s'est plaint en 2007 d'avoir été volé. Ce président de la République a pensé la peine qu'il avait en ce moment et de penser aujourd'hui à ceux qui se sentent volés et de penser à la justice. Parce que j'ai l'habitude de le dire, l'injustice tue le pouvoir. On nous demande à être républicains, mais la République c'est aussi le droit et la vérité. La République c'est l'équité. Mais quand on bafoue les règles élémentaires de la République, on ne peut que s'attendre à l'anarchie qu'on ne souhaite pas. Je termine pour dire que l'injustice tue le pouvoir. Merci M. Doumbia. M. Mariko, en 2 minutes, couvre-feu et quel est votre appel alors à l'endroit et des autorités et des manifestants? Et tout d'abord, je tiens à dire que tout au long de ces événements, il y a eu des actes de violence regrettables qu'il faut condamner, surtout récemment dans la
dans la région de Sikasso, où il y a eu des blessés, en fait, des victimes en fait, de tirs à balles réelles. Nous avons vu les images, c'est choquant. Je pense qu'aujourd'hui, la situation précaire de notre pays ne nécessite pas que l'on plonge ce pays-là dans des actes de violence. Je voudrais par là rappeler en fait 2012. 2012, moi j'ai soutenu ceux qui ont fait le coup d'État. Si cela devait être repris, je pense que chacun d'entre nous doit 10 000 fois réfléchir avant d'y adhérer. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est suffisamment atteint. Le pays est à genoux. Du nord au sud, la seule partie qui était vivable avec un peu de sécurité, c'est le sud. Si aujourd'hui ce sud-là commence à être embrasé, je pense qu'on doit se poser beaucoup de questions. Moi, je voudrais simplement dire aux autorités de faire en sorte que le confinement soit compris, comme l'a dit CI, une privation de liberté, mais une privation aussi des acteurs économiques à aller mener des activités qui puissent leur permettre de vivre. Si on les confine, il faut penser à des mesures. Aujourd'hui, il faut également penser à réfléchir comment rouvrir les écoles avec un terme d'accord avec les acteurs de l'école, les acteurs majeurs que j'appelle les enseignants. Aujourd'hui, l'État malien doit travailler à l'apaisement. Les citoyens maliens doivent comprendre que nous sommes dans une situation de précarité, dans une situation de faiblesse. Et cela doit nous amener à conjuguer les efforts pour préserver l'essentiel qui est le Mali. Et le reste viendra. Merci, M. Mariko. M. Sey, face au couvre-feu, face au Covid, face à tous ces grands enjeux, alors quel appel à l'endroit des autorités et des citoyens? D'accord. Le premier appel est un appel d'apaisement et de paix, et pour les citoyens et pour les gouvernants. Parce que comme tout le monde l'a dit, tout le monde l'a constaté, on ne veut pas d'un autre 26 mars. Le couvre-feu a commencé le 26 mars. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui a été programmé pour cela, mais il faut quand même que nous fassions attention, que nous fassions très 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 attention, que nous essayons de trouver ensemble. Quand je dis ensemble, ça veut dire les gouvernants et les gouvernés, un mécanisme de sortie de crise, parce qu'on est toujours dans une crise. Et c'est une crise qui est sécuritaire, oui, depuis longtemps, mais qui est aussi une crise sanitaire. Si la population aujourd'hui accepte de suivre un certain nombre de règles, notamment le couvre-feu, parce qu'on a beau dire, mais la population a fait preuve de discipline pendant un certain moment. Il faut que l'État aussi lâche de l'est et qu'il puisse dire, aujourd'hui, voici ce que nous sommes prêts à faire. Mais au-delà de l'État lui-même en tant qu'élément régulateur, en tout cas par rapport au couvre-feu, tout ce qui est concomitant, et notamment effectivement le problème des enseignants qui planent toujours, c'est de trouver, comme ça a été fait en Allemagne à un moment, ce qu'on appelle le privilège des enseignants, un contrat sur 12 ans, ou un pacte sur 12 ans, avec ceux qui vont intégrer le corps enseignant, pour leur dire, voilà ce à quoi vous engagez, voilà ce en quoi l'État s'engage envers vous, leur donnant des bonnes rémunérations, pour qu'on puisse remettre au moins l'école malienne sur pied. S'il faut que nos cadres, même qui actuellement sont dans l'administration, ou le docteur lui-même qui a une école privée d'ailleurs, mais je pense que s'il y a de très bonnes rémunérations, il peut même venir dans le public, au-delà de l'amour qu'il peut avoir pour ce métier-là, qu'on cherche réellement à rehausser le niveau, qu'on développe et qu'on se base d'abord sur la jeunesse. Si on n'a pas de peuple éduqué, on n'aura rien à la finale. Et les opprimés vont se transformer en oppresseurs. Donc il faut que demain, quand je dis demain, il faut que demain, nous puissions ensemble discuter encore, trouver des solutions pour que l'école malienne, encore une fois, c'est le gros problème, sorte de cette lorgnière-là et que les enfants puissent
au moins suivre un cycle normal. Merci, monsieur. Docteur Toumagnon, un dernier mot, quel appel alors avez-vous à lancer à l'endroit des autorités et des manifestants face au couvre-feu, face au Covid? Bon, quel appel? Je l'ai souvent dit, je ne suis pas décideur, je suis conseiller, j'oriente. À mon avis, il y a la volonté de la part de l'État de bien faire, il y a la volonté, je pense. Mais la volonté, à elle seule, ne suffit pas. Il faut que l'État soit un État pédagogue, qui explique, qui communique. Il faudra voir. En général, il y a deux sortes d'épidémies, pour conclure. Il y a ce qu'on appelle les épidémies émergentes et les épidémies réémergentes. Donc les épidémies émergentes, l'État est un peu dépourvu, parce que c'est quelque chose qui est nouvelle. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de moyens, le système de santé n'est pas préparé pour cela. Donc il faut comprendre l'État dans ce sens-là. D'accord? Donc, si cela est vrai, l'État apprend aussi en faisant. C'est pour cela que l'État tâtonne souvent. Donc, au niveau, on peut comprendre cela. Mais notre État doit écouter, doit analyser, une analyse globale, j'insiste. L'État doit impliquer les acteurs. Et enfin, l'État doit agir. Je pense que si notre pays suit ce cheminement, il y a de fortes chances que notre pays retrouve, la paix d'antan. Et je souhaiterais, en tant que aussi enseignant, on ne peut pas laisser nos enfants des mois comme ça, et sans école, sans rien. Je pense qu'il faudra réfléchir à ces questions-là pour mieux accompagner nos enfants, parce que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Il faut y penser. Merci. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission Théma d'Africable Télévision qui ce soir portait sur le thème couvre-feu, qui les brave et pourquoi. Et nous en discutions avec le docteur Bakary Toumagnon. Il est promoteur de l'école des hautes études en santé publique, sociologue et spécialiste en santé publique internationale. Monsieur Hassan Sey, juriste journaliste, président de UNIR, Union nationale pour l'initiative et la réflexion. Monsieur Amidou Doumbia, adjoint au secrétaire chargé à la communication du parti YELEMA. Et enfin, Monsieur Maman Mariko, juriste, ancien leader de l'AIM, promoteur du cabinet Global Solutions, cabinet d'assistance administrative et juridique. Il était candidat au premier tour de ces présentes législatives. Pour moi, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ces numéros Théma. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Au revoir. Thank you.